Nations Unies à New York, Maître Aboussi Bamba, porte-parole des Forces Nouvelles, en mission aux États-Unis. Madame l'ambassadrice, Christine Diabaté, les représentants des différents partis politiques ivoiriens, le comité des sages, mesdames et messieurs, les membres de la jeunesse ivoirienne, chers amis de la Côte d'Ivoire que j'aurais par inadvertance omis, chers Ivoiriens, vous dites merci. Comme vous le savez, merci c'est un petit mot, mais c'est, je crois, le mot ayant un champ sémantique très large et que, en aucune façon. Alors, c'était donc l'excellence, son excellence, M. Daouda Diabaté, c'était donc l'année dernière, quand il avait donc été reçu donc par la communauté ivoirienne aux États-Unis. Il venait juste donc de rentrer. Alors, nous allons donc l'avoir tout à l'heure. Je pense qu'il doit être certainement en ligne pour avoir une causerie avec lui, comprendre un peu le fonctionnement un peu de l'ambassade, comment ses relations qu'il a avec les Ivoiriens, la communauté, et ensuite le travail excellent qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Mais ce travail, le plus souvent, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité en même temps donc de comprendre exactement le travail qu'il fait. Donc ce soir, nous allons avec lui faire le tour de tout ça. Je pense que l'excellence doit être en ligne. Bonsoir, son excellence, M. Daouda Diabaté. Bonsoir, monsieur, c'est Jacques Roger. Excellence, vous êtes en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de me donner cette opportunité de m'adresser à nos frères et sœurs ivoiriens, ainsi qu'aux amis de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà, avant certainement de commencer, pourquoi vous avez accepté notre invitation aujourd'hui? Pourquoi j'ai accepté votre invitation aujourd'hui? Vous savez, nous avons déjà fait plusieurs tentatives, mais il s'avère que le programme qui est le nôtre est très tendu, en ce sens que la précédente tentative que nous avons eu à faire, c'était entre deux voyages. Je devais aller en Floride, où je devais accueillir une personnalité, et dès mon retour, je devrais aller en Californie, je crois, et malheureusement, on n'a pas pu accorder notre programme. C'est ce qui a fait que nous n'avons pas eu l'opportunité de nous rencontrer la fois précédente. Et ensuite, nous avons eu toute une série de visites de personnalités. Avec la préparation de ces visites, le temps n'a pas été disponible pour nous permettre d'avoir une rencontre comme celle que nous avons ce soir. Je voudrais donc vous présenter nos excuses pour le contretemps et aussi vous remercier de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec vous et avec nos compatriotes ce soir. Merci beaucoup, donc, Excellence. Nous allons aller très rapidement. En principe, nous avons voulu certainement parler un peu des rapports que vous avez avec la communauté au départ, mais nous avons compris que ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, nous allons commencer avec certainement le deuxième segment de notre entretien. Bon, Excellence, vous êtes l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près donc des États-Unis. Le plus souvent, vos compatriotes ne maîtrisent pas ou bien ne comprennent pas exactement votre rôle. Bon, nous allons commencer par cette question classique. Quel est le rôle d'un ambassadeur, l'ambassadeur que vous êtes? Oui, je vous remercie. Vous me donnez l'occasion de parler brièvement du rôle de l'ambassadeur. Le rôle de l'ambassadeur, comme vous le savez, c'est d'abord une fonction de représentation. En d'autres termes, l'ambassadeur, c'est le représentant du pays.
l'ambassadeur, pour caricaturer un petit peu, c'est le visage de la Côte d'Ivoire. Quand on dit Côte d'Ivoire, l'ambassadeur se sent interpellé. Donc, l'ambassadeur, c'est le représentant physique du pays à l'étranger. Donc, c'est cette mission de représentation qui est une des toutes premières missions, parce que c'est à travers cette représentation que nous avons la visibilité du pays dans le pays hôte. Ensuite, nous avons aussi la mission de défense des intérêts du pays et des intérêts de ses ressortissants. En d'autres termes, nous sommes ici pour défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Chaque fois que l'occasion se présente, il faut prendre la parole pour défendre les positions, les points de vue de la Côte d'Ivoire. Et lorsque nos compatriotes sont dans des situations qui requièrent notre intervention, notre présence, notre soutien, nous sommes là pour jouer ce rôle. Quand je dis nous, il s'agit bien de l'ambassadeur et de l'ensemble des diplomates de la mission. Nous avons une troisième mission qui n'est pas des moindres, c'est la promotion des intérêts du pays. Nous sommes ici pour présenter les potentialités, les ressources de notre pays et attirer les investisseurs pour qu'ils viennent investir en Côte d'Ivoire. Parce que, comme vous le savez, la diplomatie a un volet économique. C'est ce qui nous fait parler d'éco-diplomatie. Donc, voilà brièvement présenter la mission de l'ambassadeur que je suis, pour ne pas dire que nous sommes, parce que ceux qui ont eu l'occasion de m'écouter, ils ont dû sans aucun doute m'entendre dire que l'ambassadeur, ce n'est pas seulement celui qui est titulaire d'un décret de nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, c'est chacun d'entre vous. Parce que lorsque vous commettez un acte, lorsque vous posez un acte, cela déteint directement ou indirectement, cela affecte directement ou indirectement l'image de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce qui me permet de dire que nous sommes chacun d'entre nous des représentants de notre pays, nous sommes chacun d'entre nous des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Et cette mission, je le dis et je le répète, nous devons la prendre très au sérieux parce que à l'ère de la reconstruction de notre pays au terme de cette longue période de crise, une de nos missions essentielles, c'est de relooker, comme on l'aurait dit ici, c'est de faire l'image branding de la Côte d'Ivoire pour montrer la meilleure image de la Côte d'Ivoire à l'étranger pour pouvoir attirer les investisseurs pour qu'ils viennent nous aider à faire la reconstruction post-crise. Merci beaucoup, Excellence. Le président Alassane Dramane Ouattara et vous, je vois que vous avez bouclé, j'allais dire, les premiers 18 mois, voilà, à la tête de la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est parfois très difficile de faire son autocritique, mais quel regard critique portez-vous sur votre bilan et aussi celui donc de M. Alassane Dramane Ouattara? Quel regard tout court ou bien quel regard critique? Critique. Ok, mais avant de parler du regard critique, parlons d'abord du regard. Parce qu'on ne saurait sauter le regard pour aller parler du regard critique. Je vais vous dire que j'ai eu cette chance inouïe de connaître les deux faces de la médaille. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, notre mission, c'est la mission de représentation. Et la mission de représentation, ce n'est pas une mission aisée. En ce sens qu'il y a beaucoup de paramètres qui nous échappent en tant que représentants de l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai dit cela? J'ai dit cela en ce sens que la diplomatie n'est rien d'autre que le reflet de la politique intérieure. En d'autres termes, lorsqu'il y a une bonne politique qui est pratiquée à l'intérieur du pays, cela se reflète de façon positive et cela contribue à la facilitation de la mission de l'ambassadeur, de la mission du diplomate. Mais par contre, lorsque la situation à l'intérieur du pays est difficile, cela complique davantage la mission de représentation du diplomate. Pourquoi j'ai dit cela? Moi, j'étais arrivé ici
pour la première fois dans mes fonctions d'ambassadeur représentant de mon pays en avril 2004. J'étais ambassadeur de Côte d'Ivoire ici, le pays était en pleine crise. Et ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est que la Côte d'Ivoire était sous l'effet, sous le coup de la loi 508, qui faisait que les autorités américaines ne pouvaient pas dealer avec la Côte d'Ivoire. Alors vous imaginez, quelqu'un qui a passé toute sa carrière dans la diplomatie et qui, au soir de sa carrière, arrive à un poste aussi important que celui des États-Unis, qu'on peut considérer comme un poste rêvé, tu arrives et puis on te dit que ton pays est sous le coup d'une loi qui fait que ce pays ne peut pas dealer avec ton pays que tu représentes. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas avancer. C'est dans cette situation que moi-même, je me suis créé une mission qui n'est pas une mission secondaire. Je me suis dit, bon, si du côté des autorités américaines, j'ai des contraintes qui font que je ne peux pas avancer, dans ces conditions, je vais accorder la priorité à la diaspora. Parce que la diaspora, c'est un vivier, c'est véritablement un domaine qu'il faut pouvoir mobiliser. Et je me suis donné corps et âme à la diaspora. Vous comprenez? Personne ne m'a envoyé. J'ai eu l'occasion de dire que quand on nous envoie en tant que responsable de représentation diplomatique, on te confie une mission. Mais c'est à l'ambassadeur lui-même de déterminer le tempo de sa mission. En d'autres termes, c'est lui qui fait la déclinaison des différentes séquences de la mission telle qu'il doit l'accomplir durant son mandat. Et moi, pendant la période que j'ai passée ici de 2004 à novembre 2007, avant mon départ au Brésil, je me suis dit, bon, vraiment, je vais me consacrer à notre communauté. Et je me suis donné corps et âme à cette communauté qui me l'a très bien rendue. Et je voulais saisir cette occasion pour leur dire merci. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que l'ambassadeur Daouda Diabaté, que vous avez connu de 2004 à 2007, et plus précisément d'avril 2004 à novembre 2007, il n'a pas changé. Je suis resté le même. Peut-être que c'est la communauté qui a changé, mais je peux vous dire que je suis resté le même. Je suis un homme de mission, un homme de devoir. L'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, pour moi, passe avant toute autre considération. La preuve, le président Gbagbo, qui m'avait envoyé ici en 2004. Et à ma grande surprise, en 2011, pendant que j'étais au Brésil, contre toute attente, le nouveau président, le président Ouattara, m'a demandé de venir servir mon pays ici aux États-Unis. Et pour ceux qui se souviennent encore de la manifestation, la cérémonie d'adieu que vous avez organisée pour moi, je vous ai dit, avant mon départ au Brésil, que moi, je suis un homme de devoir, que je partais au Brésil parce que le devoir républicain m'y appelle, et que je partais satisfait d'avoir accompli la mission que mon pays m'avait confiée ici, dans ce grand pays, les États-Unis d'Amérique. Mais je partais dans un pays où j'aurais d'autres challenges, et effectivement ce qui s'est passé au Brésil. Voilà un peu ce que je puis dire en entendant d'éventuelles questions. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup parmi nos compatriotes qui ne me connaissent pas. Et je pense qu'il faut qu'on ait l'occasion de se connaître et peut-être qu'on pourrait s'apprécier mutuellement. C'est très important. Et quand on a un responsable, il faut l'approcher, il faut savoir comment la personne fonctionne. Moi, loin de moi, l'idée de faire le tri parmi les membres d'une communauté. Et dès mon premier poste en tant que diplomate, je me rappelle, j'étais au Libéria en 1979, je ne demandais même pas le nom de la provenance de qui que ce soit. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas changé d'attitude aujourd'hui, je ne changerai pas d'attitude demain, parce que je pense que la fonction qui est la nôtre commande que nous soyons les républicains, c'est-à-dire que nous agissions dans l'intérêt de la République de Côte d'Ivoire
dont les fils et filles doivent être équidistants par rapport à celui qui a la responsabilité de gérer une communauté ou bien de gérer un groupe de nos compatriotes. Voilà, moi j'ai bien intégré cette approche et c'est ce que j'ai toujours mis en place et c'est toujours ce que j'ai appliqué. Voilà ce que je tenais à dire. Merci beaucoup, Excellence. Les États-Unis ont volé quand même au secours de la Côte d'Ivoire. Le président Barack Obama a été l'un des premiers à avoir reconnu officiellement la victoire de M. Alassane Dramane Ouattara. Et puis les États-Unis ont aidé aussi à éponger une partie certainement de la dette de la Côte d'Ivoire, aider aussi la Côte d'Ivoire à avoir le PPTE. Nous allons revenir sur ça un peu plus tard. Quel est, si vous voulez, le sens, si vous voulez, j'allais dire, de ce geste des États-Unis? Est-ce que c'est pour mieux, certainement, j'allais dire, avoir une même mise sur la Côte d'Ivoire? Bon, je vous remercie, Jacques Roger, mais moi, quand les gens disent que on veut faire la même mise sur la Côte d'Ivoire pour mieux dérober nos richesses, mais c'est vraiment, ça m'indispose à la limite. C'est comme si on ne savait pas exactement ce que la Côte d'Ivoire représente par rapport à ces grands pays-là. Je me rappelle quand nous étions stagiaires à l'Institut international d'administration publique à Paris, quand on faisait notre stage de formation diplomatique. À l'époque, dans les années 70, la Côte d'Ivoire était toujours citée en exemple. Les professeurs d'économie, quand ils prenaient un exemple, c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui était cité. Et comme c'était une école internationale, il y a un de nos camarades de classe qui a levé le doigt pour dire qu'il proteste. Il a dit, je proteste, parce que tout le temps, c'est la Côte d'Ivoire qui est citée. Et le professeur d'économie a dit, monsieur, bon, de quel pays vous êtes? Et l'étudiant a dit le nom de son pays. Et le professeur a feuilleté son livre et il a dit, mais monsieur, le PIB de votre pays est égal au PIB de la sous-préfecture de Temps. Comment voulez-vous qu'on cite une sous-préfecture en exemple dans une conférence? Vous comprenez? Bien sûr. Voilà. Je dis ça pour que nous ayons la juste mesure, la juste appréciation des propos que nous tenons. Nous sommes dans un contexte où c'est la mondialisation, c'est la coopération internationale qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Quand vous avez des relations, vous pouvez tirer profit de ces relations pour faire avancer votre pays. Aujourd'hui, personne ne peut accepter, encore moins le président Ouattara, que les gens viennent prendre gratuitement les richesses de notre pays pour s'en aller. C'est une coopération qui, à mon sens, est basée sur la win-win cooperation, c'est-à-dire une coopération gagnant-gagnant. C'est de cette façon que moi je vois retomber les différentes missions que le président de la République, qui a de très bonnes relations avec l'extérieur, c'est de cette façon que moi je vois les retomber. J'ai assisté à des audiences. Les propos qui ont été tenus à l'endroit du président m'ont donné la chair de poule. Alors donc, c'est pas tout qu'on peut dire sur la place, sur une chaîne de télévision. Ça veut dire qu'il est reconnu internationalement comme ayant l'expertise nécessaire pour aider notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Allô? Oui, allô, merci beaucoup, Excellence. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions, vous avez parlé du PPTE, vous avez dit qu'on allait y arriver un peu plus tard. Bon, s'il faut enchaîner ou bien s'il faut que j'en parle maintenant. Bon, voilà, je pense que voilà, la question que je vais vous poser certainement, ça reviendra un peu certainement. Ça va vous donner certainement cette possibilité de rentrer un peu
au niveau donc du PPTE. Hein. Alors, donc après donc l'obtention du PPTE, Excellence, vous aviez dit, hein, l'obtention donc du point d'achèvement de l'initiative PPTE implique des notions de rigueur, de bonne gouvernance, de transparence dans la gestion des affaires publiques et tout à tous les niveaux. Voilà, le plus dur commence parce qu'il s'agit donc de faire en sorte que l'on reste, si vous voulez, dans l'optique de rigueur et de gestion. Et bien, vous avez profité pour demander aux Ivoiriens certainement de redoubler un peu d'efforts. Alors, d'abord, expliquez-nous comment nous avons pu obtenir un peu ce PPTE et le conseil que vous avez donné certainement aux Ivoiriens. Est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails? Qu'est-ce que nous pouvons faire alors que l'argent, nous l'avons obtenu, mais c'est le gouvernement qui gère pratiquement un peu, si vous voulez, les fonds? Oui, je vous remercie. Bon, vous savez, le PPTE, c'était un long processus. Les négociations ont commencé depuis de nombreuses années. Nous avons eu la chance d'avoir le ministre Tibi et son équipe qui ont mené vraiment de façon ardue ces négociations. Et j'avais dit, le leadership aussi du ministre Tibi dans ce domaine nous a beaucoup aidé. Quand à cela est venu s'ajouter celui du président de la République, je me rappelle bien, lors de sa première visite ici au mois de juillet, lorsqu'il a rencontré le directeur général du FMI, de même que le président de la Banque mondiale, ils se sont tous engagés à aider la Côte d'Ivoire à obtenir le PPTE, le point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés. Et au niveau des autorités américaines, au niveau bilatéral, lorsque le président a rencontré le président Obama, il lui a dit exactement la même chose. Ils se sont tous engagés à aider la Côte d'Ivoire. En d'autres termes, ils se sont dit que voilà un pays que nous avons accompagné dans sa sortie de crise. On ne peut pas sortir de crise et puis se prendre en charge immédiatement. Donc, il nous faut aider ce pays qui a une vocation sous-régionale, c'est un leader sous-régional, c'est une locomotive économique sous-régionale. Aider la Côte d'Ivoire, c'est aussi indirectement aider l'ensemble de la sous-région. Donc, ils se sont engagés à accompagner la Côte d'Ivoire dans la finalisation de ces négociations. Et comme vous le savez, bon, au mois de juin dernier, nous avons eu la chance d'obtenir le point d'achèvement de l'initiative PPTE qui nous permet d'avoir l'allègement de dette de 4 000 milliards, ce qui fait environ plus de 2 000 milliards de francs CFA au niveau des institutions de Bretton Woods. Alors vous comprenez, bon, il ne s'agit pas de transporter des mallettes d'argent pour aller donner à la Côte d'Ivoire. Il s'agira surtout, puisque ce sont des dettes qui étaient payées régulièrement, parce que nous honorions nos engagements. Maintenant que nous allons être déchargés de ce fardeau, cela permettra au gouvernement, comme il a déjà commencé à le faire d'ailleurs, à investir dans les infrastructures, en créant, en reprofilant des routes, en construisant de nouvelles routes, des autoroutes, en construisant des écoles, des hôpitaux, des centres de santé, en améliorant le secteur agricole, en faisant des réformes qui permettront notamment à la filière café-cacao, où le président s'est engagé à faire en sorte que désormais, au terme de la réforme qui a été opérée dans la filière, que le paysan, le producteur obtienne au moins 60%, je dis bien 60% des revenus de son travail. Voilà les engagements qui ont été pris. Donc, le PPTE, puisqu'on ne va plus rembourser la dette, ça nous permet d'avoir des moyens additionnels que nous allons investir nous-mêmes dans les secteurs qui vont permettre à l'économie ivoirienne de reprendre, de rebondir. Et en investissant dans ces secteurs, ça crée des emplois, notamment pour notre jeunesse, qui, comme vous le savez, depuis plus d'une décennie, est désœuvrée en raison de la situation qui prévalait à l'école, et puis la situation générale que nous avons connue de crise. Tout ça, ça a fait que nous avons un chômage qui est élevé. Alors donc, déjà, les premiers résultats se font sentir. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir les universités qui sont en train d'être rénovées, réhabilitées, mais
Moi, j'ai des collègues, des gens qui m'appellent pour me féliciter. Ils ont dit qu'ils ont vu des images des universités en Côte d'Ivoire qu'ils ne croyaient pas que c'était en Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que ça devrait nous rendre fiers en tant qu'Ivoiriens. C'est ce genre de travail que le PPTE nous permet de faire par les moyens additionnels que ça permet d'avoir. Il ne s'agit pas de transporter, comme je l'ai dit, des mallettes d'argent, mais ça nous donne des opportunités additionnelles du fait qu'on ne paye plus les dettes. Voilà ce que je tenais à dire en ce qui concerne cet aspect. Et au niveau donc de l'AGOA, est-ce que vous pouvez aussi rentrer dans les détails au niveau de l'AGOA? Oui, au niveau bilatéral, comme je l'ai dit, à l'époque, nous étions sous le coup de la loi 508. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent peut-être pas la situation qui était la nôtre. C'est-à-dire, après le coup d'État de 1999, les États-Unis ont décidé de mettre la Côte d'Ivoire sous le coup de cette loi, qui frappe de façon systématique tous les pays victimes de coups d'État. Alors, en 2000, nous avons organisé des élections. Mais les Américains ont dit que non, les conditions dans lesquelles les élections de 2000 ont été organisées ne répondaient pas aux normes selon leurs critères, leur appréciation. Donc, ils ont continué à traiter la Côte d'Ivoire comme si on était encore sous le coup de 1999. Vous comprenez? Donc, oui. Cette loi 508 nous a été appliquée jusqu'à tout récemment. C'est lorsqu'il a été, nous on était là, on négociait avec l'USTR pour l'adhésion, la rééligibilité de la Côte d'Ivoire à l'AGOA, mais c'était peine perdue. On a tout fait, ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont dit que tant qu'on n'organisera pas des élections crédibles, la Côte d'Ivoire ne retournera pas à l'AGOA. Donc c'est seulement en octobre 2011 que la Côte d'Ivoire a été à nouveau rééligible à l'AGOA. L'AGOA, comme vous le savez, l'African Growth Opportunity Act, c'est une disposition qui permet aux produits ivoiriens ou alors aux produits des pays éligibles à l'AGOA d'accéder au marché américain sans droit de douane. Donc, ça offre une opportunité d'affaires très importante pour le pays qui est éligible ou rééligible à l'AGOA. Et c'est cette facilité que la Côte d'Ivoire a eue depuis l'année dernière. Alors, donc, c'est salutaire, ça va venir booster le niveau des échanges entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. En plus de l'AGOA, il y a aussi le MCC, le Millennium Challenge Corporation, qui est une autre opportunité qui est accordée à un certain nombre de pays. Et là, les critères d'éligibilité sont encore plus corsés, mais la Côte d'Ivoire a entrepris des démarches pour pouvoir accéder également à cette opportunité-là. Et à cet égard, au mois de mai dernier, le gouvernement a organisé un séminaire gouvernemental à la présidente de la République pour pouvoir expliquer le processus du MCC aux responsables ivoiriens, pour que ceux-ci aussi partent au niveau de leur structure, au niveau de leur département ministériel, vendent ce produit. En d'autres termes, la Côte d'Ivoire veut s'approprier les critères d'éligibilité qui sont des critères très contraignants, veut lui-même s'appliquer ces critères parce que les critères sont tels que si tu te les appliques, ça permet de te soigner économiquement parlant. En d'autres termes, il y a le volet économique où on dit qu'il faut avoir un environnement des affaires qui soit sain. C'est ce que nous avons fait. Vous savez qu'on a adopté un nouveau code des investissements qui est beaucoup plus prometteur, qui est beaucoup plus ouvert, qui permet aux investisseurs d'avoir une assurance quant à leur ROI, à savoir Return on Investment en Côte d'Ivoire. Alors donc, il y a cet aspect économique, il y a l'aspect, social, c'est-à-dire il faut mettre les petites filles à l'école, il faut le taux de scolarisation, il faut accorder une attention spécifique à la scolarisation aussi bien de la petite fille. Tout ça, ce sont des éléments importants. Il y a aussi l'aspect bonne gouvernance, et tous ces aspects concourent à faire en sorte que
tout cela concourt à faire en sorte que, véritablement, la Côte d'Ivoire s'inscrive dans la logique de la modernité. Et il y a aussi un élément qui concerne la question du genre, c'est-à-dire la part prise par les femmes dans le processus de développement économique et social du pays. Et comme vous le savez, à cet égard, il y a le COCOFI, c'est-à-dire le compendium des compétences féminines, qui a été créé par le président de la République. Le compendium dont d'ailleurs une des sessions de lancement a été tenue ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Nous avons eu le privilège d'abriter cette réunion à laquelle nos sœurs ont massivement pris part. Voilà grosso modo ce que je puis dire à ce niveau. Donc nous sommes déjà dans la voie, nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de nous battre pour le MCC. Et le MCC, vraiment, c'est comme une pilule. La pilule est amère, mais si tu arrives à la prendre, elle te guérit, économiquement parlant. Merci beaucoup, Excellence. Je pense qu'en fonction de votre emploi du temps, nous allons vous avoir une autre fois pour nous parler un peu des opportunités d'affaires que les Ivoiriens peuvent certainement entreprendre au niveau des États-Unis, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire où il y a beaucoup d'opportunités. Avec votre emploi du temps, certainement, nous allons peut-être vous avoir une autre fois pour rentrer certainement dans les détails. Alors, avec votre permission, nous allons passer certainement au deuxième volet, au deuxième segment de notre débat concernant un peu vos rapports avec vos concitoyens, vos rapports avec les associations. Bon, juste avant certainement de vous poser la première question, quel est un peu, si vous voulez, un peu l'état, j'allais dire, de l'union des Ivoiriens aux États-Unis? Quand je parle de l'État, je parle certainement de vos relations avec les différentes associations et vos relations avec certainement vos compatriotes. Oui, je vous remercie. Je vous dis en toute franchise que moi, j'étais heureux de revenir aux États-Unis parce que, par principe, moi, je suis quelqu'un de reconnaissant. Quand quelqu'un m'a fait accuser un acte auquel j'ai été sensible, je lui dois la gratitude. Et j'avoue que les relations que j'ai eues avec les Ivoiriens, la diaspora aux États-Unis, m'ont marqué. Parce que c'était du jamais vu. C'était du jamais vu parce que, à notre grande surprise, au moment où nous devions partir d'ici, vous savez dans quelles conditions nous sommes partis ici, à notre grande surprise, nous avons découvert qu'ils étaient en train d'organiser une cérémonie à notre honneur, à notre insu. Vous comprenez? Nous y avons été bien sensibles. Donc, en revenant, nous nous sommes dit que ce que nous pouvons faire pour retourner, un tant soit peu, quelque peu de ce qu'ils ont fait pour nous, c'est ce que nous allons faire. Mais nous étions loin d'imaginer que la crise post-électorale était passée par là et que les situations de crise qui prévalaient au pays s'étaient transposées ici. Mais sinon, de notre point de vue, nous estimons que c'est une communauté dont nous pouvons tirer beaucoup. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui disent les choses auxquelles ils ne croient pas. Si je ne crois pas en quelque chose, je ne vais pas le dire. Mais moi, je suis persuadé que si nous mettons nos querelles interstiles de côté, nous pouvons avoir aux États-Unis une communauté, une diaspora forte qui est en mesure de nous permettre de nous hisser au rang auquel je souhaite vivement que la diaspora ivoirienne aux États-Unis se situe. À savoir, étant donné que nous sommes, c'est ce que j'ai toujours dit, étant donné que nous sommes aux États-Unis, c'est-à-dire dans le plus grand pays au monde, si nous devons faire quelque chose, il faut que les États-Unis soient le modèle. Si nous sommes troisième dans ce que nous faisons, c'est que nous n'avons pas mérité notre place. Parce que la place de première place, en fait, nous revient, j'allais dire, de droit. C'est ce que j'ai toujours dit à nos compatriotes. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord créer l'environnement. L'environnement, c'est d'abord l'entente, c'est la réconciliation, c'est de se considérer
à nouveau comme des frères et des sœurs. Et ce message, c'est pas aujourd'hui, dans lequel tu ne te reconnais pas, tu es tranquille. Mais comme on peut dire que nul n'est infaillible, à travers ces échanges, on peut corriger le tir ici de façon malencontreuse, j'ai pu offenser, ou bien j'ai pu poser des actes qui ont pu être mal interprétés. Dans tout état de cause, sachez que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, il est ici pour chacun d'entre vous. C'est ça notre mission première. Et je ne saurais me comporter autrement. Je ne l'ai pas fait hier, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Voilà comment je fonctionne. Et au niveau de la communauté, je sais qu'il y a quelques petits problèmes. Je me suis investi là-dedans, mais moi j'ai découvert que cette fois-ci, ma mission, ça n'a rien à voir avec la première mission que j'avais accomplie ici. Parce qu'à l'époque, comme il n'y avait pas de visite officielle et tout ça, donc on était quelque peu, entre guillemets, je ne veux pas dire désœuvré, mais on avait moins, l'agenda était moins chargé. Mais aujourd'hui, avec la reprise des relations, le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, vous ne pouvez pas imaginer l'intensité de notre agenda. Vous-même, Jacques Roger, vous en savez quelque chose. Ce programme-là, on a dû le coincer parce que tu sais que dès demain, je m'en vais à la convention. Dès demain. Alors donc, c'est dire que vraiment, je suis à votre disposition. Je fais tout pour qu'on puisse se retrouver. Moi, je peux créer les occasions. Pourquoi vous aussi, vous pouvez créer les occasions. Je suis ouvert, je me considère comme votre aîné et je pense qu'au-delà de mon titre d'ambassadeur, c'est le grand frère, c'est l'aîné auprès de qui vous pouvez éventuellement demander conseil pour ceux qui en ont besoin. Pourquoi moi aussi, je peux prendre conseil auprès de vous. Dans la gestion de la crise, moi j'ai voulu me tenir à l'écart parce que je me suis dit que c'est à vous, en premier lieu, de régler cette crise-là. Mais lorsque il y a eu quelques blocages, j'ai essayé d'intervenir. Mais après, je me suis rendu compte que les gens viennent te présenter des versions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, quand on te présente une version que tu prends pour de l'argent comptant et que tu tentes de prendre une décision allant dans ce sens, et qu'on vient te présenter une autre version, tu te rends compte que, bon, finalement, les versions, chacun rend sa version pour devenir tout blanc. C'est ainsi que j'ai demandé l'implication des responsables communautaires, aussi bien les religieux, que je tiens à féliciter, à remercier, que les responsables des infragroupes, que je tiens également à féliciter et à remercier, sans compter les autres membres leaders de la communauté qui se sont investis dans la gestion de cette crise. Sinon, moi, ça ne m'arrange pas du tout que la communauté se trouve dans cette situation. Mon souhait, et le souhait le plus ardent, est que nous ayons une communauté forte qui est un représentant, et je pense que vous êtes capable de désigner un représentant au lieu de deux représentants. De cette façon, nous pouvons nous asseoir. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme projet pour la Côte d'Ivoire? Vous êtes ici, vous avez l'expérience, vous avez le savoir-faire. Pour certains d'entre vous, vous avez même les moyens. Tout ça, ça peut être mis à la disposition de notre pays, comme le président de la République vous l'a demandé. Il vous a demandé de venir participer à la reconstruction de notre pays. Et je pense que c'est maintenant. C'est facile de dire, ah, tel groupe a pris ceci, tel groupe a pris cela, mais si vous-même vous ne faites rien, la nature a horreur du vide. Et je me rappelle avoir dit en 2006, lorsque nous avons parlé de unique, je dis que mon souhait le plus ardent serait que demain, à Abidjan, quand je serai là-bas à Abidjan, en passant, je puisse indiquer un immeuble disant que voici l'immeuble des Ivoiriens de la diaspora vivant aux États-Unis. C'est le siège de leur compagnie. Là, je peux estimer que nous avons fait œuvre utile. Mais si c'est pour venir dire qui est président, qui n'est pas... Mais ça ne nous avance absolument à rien. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous vous entendiez. Si vous arrivez à vous entendre, vous allez voir les grandes choses que nous pouvons faire. Surtout que, comme je le dis, le pays est en pleine reconstruction. Il y a des travaux d'infrastructure, ce n'est pas les moyens qui vous manquent. Vous mettez même à 5 ou à 10, vous pouvez prendre les trucs pour aller entreprendre là-bas. N'est-ce pas, Jacques Roger?
Oui, bien sûr, excellent. C'est pourquoi nous allons certainement vous avoir, peut-être en fonction de votre emploi du temps, et vous allez avoir cette possibilité de nous expliquer, si vous voulez, les opportunités que nous pouvons certainement avoir. Puisque... Et pendant que vous faites l'impasse et que vous faites du surplace, le pays boule, les gens continuent d'investir, mais les investisseurs se bousculent. Je dis bien les investisseurs se bousculent. Je vous ai dit que je m'en vais pour la convention, je vais à la convention. De là-bas, je continue sur Sacramento. Il y a des gens qui m'ont invité, des investisseurs qui m'ont invité. Ils veulent aller à Abidjan. Les gens se bousculent. Ils veulent absolument que je vienne là-bas. Mais le calendrier est serré, mais je vais faire l'effort de partir. Je vais à Tampa pour la convention des républicains. Et de là-bas, je continue à Sacramento parce qu'ils nous attendent. Et le drame, c'est qu'on n'est pas les seuls. Pendant qu'on courtise la Côte d'Ivoire, ils courtisent d'autres, mais ils connaissent la différence entre la Côte d'Ivoire et un autre pays, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un hub. Quand tu investis là, tu as l'opportunité de rejaillir sur les autres pays de la sous-région. C'est ça l'avantage. Donc, si vraiment on arrive à terminer nos querelles et qu'on s'assoit pour venir discuter sur les projets, les contributions qu'on peut apporter à la Côte d'Ivoire, vous verrez. C'est un win-win projet, c'est un projet win-win. C'est pas de la philanthropie. Si vous partez investir, c'est loin d'être de la philanthropie. Vous allez payer les investissements, tout le monde reviendra sur votre investissement. Return on investment. Nous vous comprenons parfaitement. Nous avons l'impression que c'est une situation où vous avez un père de famille qui travaille très dur, une très bonne éducation pour s'occuper de ses enfants, mais à la maison, la discussion entre lui et ses enfants laisse un peu à désirer. On a l'impression que c'est un peu cela. Sur le plan de la représentativité de la Côte d'Ivoire, vous faites un travail excellent que beaucoup de personnes ne voient pas. Mais entre le dialogue entre vous et vos compatriotes, surtout les associations, la cohésion, on a l'impression que cela a été un peu délaissé. Nous comprenons votre emploi du temps. La preuve, à part certainement l'association de la vallée du Delaware, dirigée par le docteur Eric Eddy, qui fonctionne apparemment assez bien, les autres associations, il y a des problèmes. Au niveau de l'UFIG Atlanta, il y a des problèmes. Au niveau de New York, on a réussi certainement à avoir un président, ça va. Au niveau donc de Washington, dont vous avez mentionné un peu tout à l'heure, il y a eu des élections. Vous avez dit qu'il y avait certainement deux présidents à la tête, mais pour les auditeurs du Jacques Roger Show, qui ont suivi pratiquement au moins tout ce débat, ils pensent qu'ils ont un président, c'est M. Diomandé et Moussa. Et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi M. Diomandé Moussa, jusqu'à présent, n'a pas encore été reçu tant que par l'ambassadeur. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement pourquoi M. Diomandé n'a pas encore été reçu par vous? Oui, je vous remercie de me poser cette question. Mais, écoutez, vous avez bien introduit le sujet en disant que vous êtes tous mes enfants. Mais ce que vous devez savoir, c'est que, en dehors de demander, il y a quelqu'un d'autre qui s'est présenté, c'est lui le président. Vous comprenez? Oui. Et moi, je ne suis pas spécialiste de la gestion des questions UFI pour ne pas vraiment faire du tort à une partie ou à l'autre partie. Je me suis dit, mais il faut que les responsables communautaires, les responsables religieux qui sont dans la communauté, qui connaissent mieux les tenants et aboutissants de ces questions, qu'ils s'impliquent pour venir me proposer une solution. Voilà la réalité. Parce que je me suis rendu compte que dès que tu touches ce pion, on dit, l'ambassadeur a pris cette école pour tel candidat. Dès que tu touches, est-ce que vous savez que moi, je n'avais jamais vu Guy Comélan, si ce n'est pas le jour où on est venu ici pour venir chercher à régler le problème, c'est-à-dire après leur élection, je ne l'avais jamais vu. Alors que Diomandé, je le connais depuis avant même de partir au Brésil. Si j'étais quelqu'un qui prenait des décisions sur des considérations, j'allais dire, subjectives, j'aurais sauté pieds joints pour dire, bon, on applaudit, je demandais, et puis je prends une décision. Mais moi, je ne prends pas de décision sur une base subjective. Moi, je préfère avoir les éléments d'appréciation crédibles. C'est pour ça que j'ai demandé aux membres de la communauté de s'impliquer. Vous comprenez? Et je ne sais pas si vous ont dit. Par 2 fois, je suis resté avec les protagonistes jusqu'à 2 heures du matin. Et le lendemain, on avait une réunion très importante.
Vous comprenez? Donc ça agit même sur ta performance. Voilà. Voilà, mais les auditeurs se disent que bon. Quand même, bon, moi je me dis qu'à ce niveau-là, la gestion d'une communauté, vraiment, c'est pas l'ambassadeur qui va gérer la communauté. Parce que dès que tu touches à un pion, l'ambassadeur veut gérer. Mais je ne sais même pas si vous imaginez la mission qui est faite de l'ambassadeur pour aller passer son temps à gérer, aller s'investir dans la gestion de la communauté, comme s'il veut prendre celui-ci pour... Moi, je ne fonctionne pas comme ça, même à l'ambassade. Aller poser la question à quelqu'un pour dire, si il y a des gens peut-être qui ont telle personne, c'est leur pion. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, pour moi, un Ivoirien est un Ivoirien. Sinon, si on devait raisonner sur une base autre que l'objectivité, il aurait déjà dit que bon, l'autre a gagné, puis c'est tout. Vous comprenez? Je ne connais même pas dit comme un homme. Pourquoi je vais aller supporter quelqu'un que je ne connais pas si j'étais subjectif dans mes prises de position? Ça, au moins, ça devrait vous interpeller. Voilà. Moi, je me dis, vous êtes suffisamment grand. C'est une solution que vous pouvez avoir à portée de main, surtout que vous avez des responsables de communauté. Bon, moi, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai pensé trouver une approche quand j'ai convoqué les gens ici. On me dit que je n'ai convoqué que les gens qui sont proches de... Vous comprenez? Comment moi je peux aller savoir que celui-ci est proche de celui-ci? Vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Mais moi, tout ce que je puis vous dire, c'est que nous sommes tous des frères et des sœurs. On doit privilégier nos relations de fraternité. Et on doit aussi avoir à l'esprit l'intérêt supérieur de notre mère patrie, la Côte d'Ivoire. On ne doit pas prendre la Côte d'Ivoire en otage. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit que dire absolument que c'est moi qui suis le président, c'est moi ou rien, ça ne mène nulle part. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas être ramenée à la dimension d'une personne. Vous comprenez? Donc c'est ce que j'ai tenté de leur expliquer, en leur demandant de tout faire pour pouvoir trouver une solution. Mais ça fait des mois que ça dure. C'est pour ça que je leur ai dit, mais s'ils sont deux, si l'un ne se désiste pas, moi je ne peux pas aller présenter soit à telle autorité, voilà les deux présidents. Je ne peux pas faire ça. Mais justement, par rapport à cela, Excellence, les auditeurs ont été surpris que, bon, le même problème se trouve au RHDP, mais vous avez, selon eux, vous avez présenté ces deux présidents au Premier ministre. Pourquoi ne pas aussi présenter les deux présidents donc, de l'UFI au Premier ministre ou bien aux personnalités qui arrivent? Qui a présenté les deux présidents au Premier ministre? C'est l'information que... Ils sont partis d'eux-mêmes. Je ne sais pas s'ils ont eu l'honnêteté de vous dire qu'ils sont partis d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils sont partis d'eux-mêmes? Ils vous ont dit que c'est moi qui ai pris le rendez-vous pour eux? Non, en fait, bon... Mais sur la radio, ils nous entendent. Est-ce qu'ils vous ont dit que c'est moi qui ai pris le rendez-vous pour eux? Mais nous nous sommes dit que comme vous gérez un peu le calendrier des personnalités qui arrivent, nous nous sommes dit que c'est tellement que c'était vous, voilà. Le Premier ministre ne pouvait pas le recevoir sans votre accord, en fait. Je crois que l'occasion nous est donnée aujourd'hui de nous expliquer. Merci. Vous comprenez? Oui. Quand le président devrait, quand le Premier ministre devrait arriver, naturellement, nous travaillons sur le projet de programme officiel pour lequel la personnalité vient en visite. Et c'est lorsque nous avons fini de faire le projet de programme que nous envoyons à Abidjan qu'on mentionne sur ce projet qu'il y a des demandes d'audience qui ont été formulées par nos compatriotes. Vous comprenez? Et on mentionne les différentes audiences. Et au fur et à mesure que le programme qui fluctue, selon la disponibilité des personnalités qu'on doit rencontrer, c'est au fur et à mesure que les plages se dégagent, que nous appelons telle personne pour lui dire, bon, vous avez votre programme à tel endroit, vous avez tel programme à tel endroit. Et à tel moment que le Premier ministre peut vous recevoir ou bien la personnalité peut vous recevoir. Voilà comment nous avons fonctionné. Bon. Mais moi, je sais qu'ici, à Washington, il y a Mme Brutus qui a dit qu'elle a été élue. À New York, il y a, comment elle s'appelle, CA aussi, qui a dit qu'il a été élu. Mais
L'ambassadeur ne gère pas les problèmes politiques. Ça, au moins, vous le savez. Bien sûr. Parce que si je m'investis dans l'installation du président du RHDP, des choses, ça suppose qu'il va m'investir dans toute autre chose j'allais dire politique. Si je suis invité, je vais, mais ce n'est pas moi qui prends les décisions. Et les autorités ont été